Processus électoral, volte-face de Lamouka, que s'est-il passé pour que Martin Fayulu décide de déposer sa candidature à la présidentielle alors que Lamouka n'a aligné aucun candidat député national, provincial et à l'élection locale? Quels mécanismes sont mis en place pour assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, cadre de l'ESID et porte-parole de Martin Fayulu. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons, chers amis auditeurs et auditrices de Top Congo FM, fidèles auditrices et auditeurs de la fréquence utile, chers amis internautes, vous qui aimez suivre votre magazine de la femme sur Top Congo FM, bienvenue à tous. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du débat au féminin. Aujourd'hui, nous reparlons processus électoral. Dans ce studio, Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayulu, cadre de l'ESID, cadre de la Lamouka également. Avec elle, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui justifie ce changement, ce revirement à la dernière minute. On a tous suivi ce feuilleton du processus électoral avec la Lamouka, les différentes prises de position, et à la fin, on a tous vu le président Martin Fayulu annoncer et déposer sa candidature à la présidentielle. Avec Madame Moboni, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a milité pour ce changement de position. Madame Moboni, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, vous avez posé des préalables avant de déposer vos candidatures. Je crois que nous vous avons reçu ici une ou deux fois pour en parler. La CENI n'a pas accédé à votre demande. Finalement, votre président a déposé sa candidature, c'était mercredi, oui, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parte des préalables posés qui n'ont pas reçu des réponses, mais finalement, vous décidez quand même que le président puisse déposer sa candidature? Merci beaucoup. J'aimerais d'abord rappeler qu'en date du 19 juin 2023, nous avions fait une déclaration disant que nous n'allions pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce qu'il y ait audit du fichier électoral. Et cette déclaration avait pour objectif principal d'obtenir la transparence électorale. Donc c'est pour nous un combat de valeur pour chercher à ce que nous ne puissions plus rentrer dans la situation de 2018. Et nous devons rappeler ici que le 14 juillet 2022 à Kisangani, le congrès de l'ESID avait désigné le président Martin Fayulu comme le candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et puis la Lamouka aussi, à son tour, a désigné le candidat Martin Fayulu pour nous représenter à l'élection présidentielle de 2023. J'aimerais rappeler ici aussi que la résolution 24 du Congrès, parce que nous avions eu 30 résolutions, et la résolution 24 a dit clairement que nous n'allons pas boycotter les élections. Donc, nous avions décidé ensemble le 19 pour dire que quand il n'y a pas de transparence électorale, il y aura possibilité de crise probable après la publication de résultats. Ayant déjà été victime du hold-up électoral de 2018, nous avions trouvé justifié d'être encore plus préventifs. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Parce que notre élite est basée sur la transparence électorale. Et nous avons reçu de nos pères spirituels, ECC et Cinco, des garanties de la transparence électorale dans le thème que il y a une technique de tabulation parallèle. C'est-à-dire, techniquement, ils ont des mécanismes qu'elles ont mis, disons les églises, qu'elles ont mis en place pour pouvoir suivre à la loupe ce qui va se passer les jours de vote. C'est-à-dire pour connaître le vrai vainqueur des élections, c'est-à-dire les résultats en général des élections.
Et cela s'est fait au travers des observateurs électoraux parce que eux, ils auront 40 000 observateurs. Ils ont parlé de plus de 50 000. Ok, merci de me compléter. Plus de 50 000 observateurs. L'Union européenne aura 50 000 observateurs. Et à notre niveau, par rapport à la surveillance électorale, nous aurons de témoins dans le bureau de vote et les centres de vote et les bureaux de vote également. Nous aurons de témoins. Et nous pensons que au niveau aussi de la population, parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire, c'est le peuple qui veut que sa souveraineté soit respectée. Et ce peuple-là est préparé parce que nous appelons à l'éveil patriotique pour protéger les droits de vote des Congolais. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour récupérer nos souverainetés, notre souveraineté. J'ai toujours dit qu'il y a besoin de récupérer notre souveraineté administrative, notre souveraineté militaire et notre souveraineté électorale en tant que peuple, en tant que souverain primaire. On ne peut pas comprendre qu'après 3 cycles électoraux, que le choix du peuple ne soit toujours pas respecté. Donc, cette fois-ci ou jamais, le peuple congolais devra protéger son vote. Donc, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau des observateurs qui seront dans le centre bureau de vote, que ce soit au niveau de nous-mêmes par rapport aux témoins qui seront déployés dans les centres et bureaux de vote. C'est déjà là une garantie qui nous permette à ce que nous puissions intégrer ça par rapport à la décision que nous avions prise avant. Nous avons intégré ça, nous avions vu qu'il est important que le président Martin Fayulu dépose sa candidature. C'est une décision qui vient au niveau du collège de la conférence de présidents de la MOUCA. Donc, c'est à ce sens-là. Mais j'aimerais quand même dire quelque chose parce que j'attends les gens dire c'est l'inconstance, c'est l'incohérence, tout ça. Non, moi, je pense pas que ça soit ça le cas parce que je dois rappeler au peuple congolais que au lendemain de publication des résultats de 2018, ça a été fait, disons, je crois que nous avons commencé ce régime le 24 janvier 2019. Au lendemain de ça, nous nous sommes bâtis, nous nous sommes engagés dans le combat de la vérité des urnes. Et aujourd'hui, 5 ans après, nous sommes fiers d'avoir mené ces combats parce qu'aujourd'hui... Qui aboutit à quoi finalement ? Oui, ça aboutit à ce que la vérité soit éclatée, ça aboutit à ce que les hommes de première loge puissent confesser, ça aboutit à ce que aujourd'hui il y a un éveil patriotique, il y a une prise de conscience populaire de telle enseigne que ça ne sera pas possible, ça ne sera plus possible de duper le peuple encore en 2023. Est-ce que le Martin Fayulu d'hier, c'est toujours le même aujourd'hui avec le même aura? Je suis en train d'y arriver, je voulais quand même parler de ça. Donc je voulais dire que depuis, je peux dire depuis 5 ans, parce que je n'ai même pas compté les périodes d'avant, je prends d'abord par rapport à ces régimes, depuis 5 ans, les gardiens du temple, c'est Martin Fayulu. C'est le seul, le commandant du peuple qui est resté, c'est battre pour la vérité des urnes, c'est battre pour la sécurité du pays, c'est battre contre les agresseurs du Congo, pour l'éveil de conscience nationale. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'opposition existe. Parce que nous parlons de la résistance en termes, c'est un langage politique, mais aujourd'hui, si l'opposition existe, c'est parce que Martin Fayulu était là. Il est resté le gardien du temple. Il a mené une lutte. 5 ans après, la flamme est toujours allumée. Les autres sont partis à la Majoire. Les autres étaient dans la Majoire. Il est resté constant. Et aujourd'hui, il est resté constant. Donc aujourd'hui, parler de la constance aujourd'hui, c'est faire référence à Martin Fayulu. Est-ce qu'il est toujours aussi populaire? Excusez-moi. Je ne sais pas sur quels critères vous devez vous baser pour parler de sa popularité, parce que au-delà d'être l'espoir de tout un peuple, à peine ici les 4, vous avez vu comment la population, l'engouement avec lequel la population est venue pour accompagner son leader. Il a dit à son leader... Elle a dit à son leader, je suis avec toi. C'est-à-dire à travers la masse qui a été pour accompagner la candidature du président Martin Fayulu, ça transmet le langage d'un peuple qui est déterminé à restaurer l'histoire, qui est déterminé à restaurer la vérité, qui est déterminé à rechercher son impérium. Donc nous pensons aujourd'hui que le débat sur la popularité ou non n'a plus sa place étant donné que le président Martin Fayulu est connu par tous comme le plus populaire.
Quand vous voulez parler, par exemple, de l'incohérence politique, ça passe à place parce que la cohérence politique, c'est par rapport à un objectif. Et depuis là, nous sommes en train de nous battre pour la vérité des urnes. Et nous avions dit c'est un combat de génération. Ça nous rattrape en 2023 quand nous cherchons la transparence électorale. C'est l'une des composantes de la vérité des urnes. Pour dire que jusqu'aujourd'hui, il est resté cohérent dans son idéologie, dans sa lutte et dans sa vision. Certes, il y a certains enjeux qui entrent à jeu pendant le parcours qui doivent être intégrés. C'est ça, c'est pourquoi nous disons que la politique est dynamique et non la transhumance politique. Donc, j'aimerais dire aujourd'hui que la cohérence politique est bel et bien un caractère du président Martin Fayulu. Alors, madame, vous venez de le dire tantôt que c'est lui qui incarne même l'opposition. Tout à fait. Pourquoi on n'a pas directement fait de lui candidat unique au niveau de l'opposition? On a vu jeudi, la société civile a organisé ses primaires et a désigné un candidat unique. Pourquoi aller en ordre dispersé? Oui, merci beaucoup. Je pense que la loi permet à ce que tout Congolais qui se sent libre, qui voulait briguer un quelconque mandat, a la liberté et le droit de postuler. D'abord, on ne peut pas refuser à un Congolais de pouvoir postuler. Et quitte maintenant à chacun de ces Congolais de répondre aux exigences de la loi. Et si les Congolais se présentent comme candidats, on ne peut pas leur refuser. Si les opposants pensent qu'il faudrait arriver à une candidature commune, ça sera parmi l'une de leurs stratégies du combat. Mais le fait de pouvoir mettre ces trucs de candidature commune comme un principe fondamental sans lequel l'opposition ne peut jamais gagner les élections, c'est faux. Mais nous sommes d'accord que l'union fait la force. Donc, ça relève de la stratégie des candidats qui sont dans l'opposition. C'est à eux de voir qu'est-ce qu'il faille faire pour permettre à ce que le peuple puisse gagner. Parce que l'opposition est avec la population. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le pays, que ce soit sur le plan de la justice, que sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan même du panier alimentaire de base du ménage, il y a un problème. La pauvreté, il y a tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, rien ne va. Le pays va mal. Nous avons une partie du pays qui est sous l'occupation. Nous avons de forces étrangères sur le sol national. Donc, il est important aujourd'hui que les dignes fils du pays s'élèvent pour pouvoir continuer sa lutte. Et la population de l'Est est appelée, n'a cessé d'appeler le président Martin Fayulu. Mais c'est vous qui avez porté ce combat. Depuis même qu'il a été député au niveau de l'Assemblée, il a mené cette lutte par rapport à la situation de l'Est. Aujourd'hui, il est même allé jusqu'à pointer l'agresseur du Congo. Donc tout le monde le reconnaît, la population de l'Est se reconnaît en lui par rapport à ce combat. Et pour cette population, c'est lui qui devrait venir parce qu'il a une politique publique en termes de sécurité et de défense qui soit capable de transformer la situation au niveau de la partie est du pays. Et la population a voulu qu'il soit là. Parce que s'il n'est pas là, la population pense comme si elle est délaissée. Donc c'est pour vous dire, madame, aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de stopper avec l'hémorragie de la fraude. Il est temps de prendre conscience parce que nous avons une menace réelle de balkanisation du pays. Et aujourd'hui, tel que nous sommes là, le président devait assister le peuple congolais en danger. Il devait tout faire pour sauver la République parce que les dangers nous guettent. Si nous ne faisons pas garde, demain, nous risquerons de chercher nos parties des terres, nos populations auront encore plus de problèmes. Nous allons y revenir. Oui. Martin Fayulu, candidat président de la République, mais il n'y a aucun candidat député national, aucun candidat député provincial, aucun au niveau local. Comment compte-t-il faire sans député, sans député national, sans député provincial? Comment il compte faire? Et puis, est-ce que ça n'a pas créé des frustrations quand même de voir celui-là qui est comme votre leader, quand il a fait la première annonce qu'aucune candidature ne sera déposée, et il revient pour dire que lui, il va déposer.
Nous n'allons pas entrer dans les secrets peut-être des délibérations. Comment ça s'est passé? Comment ça a été vécu au niveau de la Mouka? Ça n'a pas créé des frustrations? Il y a là deux questions. Est-ce qu'il y a eu des frustrations? Et comment ils comptent gérer son Parlement? Bon, au fait, je commencerai par dire en termes de frustration, parce que on doit être franc, on est chrétienne, on va dire que moi personnellement, je suis aussi dans le cas. Donc dire que ça n'a pas dérangé, c'est faux. C'est que ça peut déranger, mais parce que c'est une décision du groupe. Vous êtes obligé. Comment ce groupe-là est arrivé à accepter que lui dépose alors que ceux qui avaient des ambitions n'ont pas... Vous parlez de deux choses différentes. Je vous ai parlé ici de la déclaration du 19 juin. Il y avait certaines... Vous aviez dit que vous ne boycotterez pas les élections. Nous avions bien dit, on ne va pas boycotter les élections, mais on ne dépose pas nos candidatures à tout le niveau jusqu'à ce que nous obtenions la transparence électorale. C'était ça notre problème. Et vous avez eu les garanties des prêtres et les CC. Par-ci, par-là, et nous continuons toujours avec le combat parce que les choses aussi, il y a certaines choses qui doivent encore s'améliorer. Donc nous continuons toujours avec ça. Maintenant, dire que comment il va gérer, parce que un président... On parlait d'abord des frustrations. Il y a eu des frustrés. Bon, je ne vais pas parler en termes de frustration, mais en tant que deux humains, c'est normal pour certaines personnes qui se sont bien préparées pour pouvoir affronter la bataille législative, que cette décision tombe, ça peut déranger. Maintenant, quand on fait la politique, quand on est dans un groupe politique, c'est pas votre décision qui prime, c'est la philosophie commune qui doit primer. Et le fait que ça soit une philosophie commune pour atteindre un but, donc on est obligé de pouvoir s'incliner. Donc, en politique, on ne parle pas en termes des émotions ou en termes de individuels ou quoi, parce que vous avez vu certains qui n'ont pas pu s'y porter, ils se sont dit qu'ils peuvent trouver mieux ailleurs. Et c'est la liberté de tout un chacun. Mais nous sommes dans une philosophie commune telle que ça a été décidé au cours d'une réunion, bureau politique décidé, conférence de président la Mouka, et ce sont les organes suprêmes de notre coalition. C'était facile. Donc, j'ai besoin de vous dire que c'était pas facile, mais ce qui est plus important, c'est de comprendre et d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rester là-bas. Moi, je me dis, moi, je suis chrétienne, moi, j'ai dit rendez grâce en toutes choses, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai qu'on n'a pas de postulé, mais pourquoi Dieu a permis cela, on ne sait pas. Et je préfère plutôt me remettre seulement dans le plan des dieux, parce que c'est lui seul qui connaît la destinée de tout un chacun. Peut-être moi je peux me dire que donc je serai députée et je regrette, mais peut-être que Dieu me voit ailleurs. Donc je ne sais pas, je n'aimerais pas trop entrer là-bas, mais je vais dire que... Mais on parle d'une possibilité de déposer les listes des démarches en cours, c'est vrai, ce ne sont que des rumeurs? Ça sera une bonne chose si cela est fait, mais au cas contraire, nous assumons. Mais est-ce qu'il y a des démarches dans le sens de demander que l'on puisse vous ouvrir une brèche pour déposer les listes? Bon, je pense que tout n'est pas à dire. En fait, tout n'est pas à dire. Bon, par rapport à la question s'il pourra gérer son député. Bon, moi, dans l'hypothèse où on ne vous ouvrait pas la brèche pour déposer vos candidatures. Merci beaucoup. Je vous ai toujours dit, nous faisons la politique basée sur des principes de valeurs, des principes patriotiques, et non qui consiste à personnifier les choses de l'État. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, si les députés est élu, même si ce n'est pas Maman Chantal, même si ce n'est pas les députés de la Mouka, prenons dans l'hypothèse où on n'a pas de députés au Parlement. Les députés, s'ils sont élus convenablement, en respectant la volonté du peuple, avec patriotisme, ils sont mandatés par le peuple pour les intérêts de ces peuples-là. OK? Et donc, ils ont leur devoir de légiférer, de contrôler pour l'intérêt de la population. Et si le président, qui est élu au suffrage universel, est élu réellement par ce peuple, il y a le transfert de l'onction populaire qui le rend puissant. Il est dans l'obligation de travailler pour ce peuple-là. C'est-à-dire que les députés qui seront au Parlement devront travailler pour la République. Et le président qui est élu par le peuple devra avoir une vision
qui sera transformé en programme de gouvernance, qui sera présenté au niveau d'un parlement élu par le peuple. Et je suis sûre que ce programme de gouvernance devra protéger les intérêts du peuple. Il a menacé de dissoudre s'il ne s'entend pas. Je ne trouve pas pourquoi ça pourrait créer un problème. En ceci, nous nous basons sur le principe. Si nous tous, nous sommes patriotes, si nous avons un président qui est citoyen et des députés qui sont de citoyens, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura pas de problème. Mais nous devons. Mais il a déjà mis en garde que si lui, il est président. Permettez-moi. Moi, il ne faut pas m'amener dans ces choses-là. Moi, j'aime faire les débats basés sur des principes pour permettre à ce que notre population puisse comprendre ce qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, il y a. Mais c'est une déclaration qu'il a fait publiquement. Oui. Écoutez, s'il vous plaît. Il y a tellement de choses qui se disent. Et vous êtes un média très, très renommé, de confiance. Nous devons, quand nous sommes chez vous, donner des bonnes informations et pédagogiquement pour permettre à notre peuple de bien saisir la quintessence de ce que nous sommes en train de dire. Donc, j'aimerais dire ici que, au cas où, par exemple, tu sais pourquoi, permettez-moi de vous tutoyer, maman, mamie. Ouais, permettez-moi. Vous savez pourquoi les présidents, l'institution président de la République cherche toujours à avoir une majorité au Parlement. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, les différents présidents que nous avions eus, d'abord, il y a un problème d'illégitimité. Ils veulent s'affirmer au pouvoir et aussi ils ne servent pas la République convenablement. Parce que si vous servez la République, il n'y a pas besoin de personnifier les choses. Il y a besoin de voir le Congo. Si je dois résumer votre idée, madame, un président bien élu, même sans majorité, bien élu par le peuple, en France. Même sans majorité, il va gérer le pays sans problème. Il va gérer le pays si nous avons deux citoyens. Parce que vous venez du peuple élu, lui vient du peuple élu. Si vous tous, vous avez dans la tête la redevabilité par rapport à ces peuples-là, il n'y aura aucun problème. Ici, les gens cherchent à avoir le Parlement dans leur poche parce qu'ils ont des missions autres que des missions régaliennes. Parce qu'ils ont des missions pour les intérêts égoïstes ou peut-être certains voulaient peut-être servir les expatriés, les étrangers ou d'autres nations ou quoi. Mais si vous voulez servir le Congo, si en âme et conscience, vous êtes patriote, vous aimez le Congo, je pense que ça ne posera aucun problème si nous mettons tous la République au-dessus de tout. Mais nous souhaitons à ce que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions quand même faire la réforme de notre mentalité. On doit changer cette façon de voir les choses. Vous avez vu comment on a transformé la majorité parlementaire en mi-législature à l'Assemblée nationale. On a acheté sous fond de palissade, sous fond de 15 000, parce qu'il y a des députés qui ont fait des vidéos et qui l'ont déclaré. Ils ont fait pourquoi? Parce qu'il fallait faire passer certaines histoires d'une manière un peu... on a compris le sens de votre idée. Un président bien élu, avec ou sans majorité, va bien gérer les choses. Et les députés patriotes vont travailler pour l'intérêt du pays. Votre président Martin Fayulu sur un média international parlait récemment de vos propositions pour garantir un processus électoral crédible. Il a notamment parlé du comptage manuel des bulletins, publication des résultats bureau par bureau, mais aussi la création de cadres de concertation avec tous les candidats présidents de la République. Comment va se faire la matérialisation de toutes ces propositions? Non, oui, c'est pas grave. Le problème d'abord, c'est que c'est déjà la coutume dans notre pays, depuis tous les cycles électoraux, il y a toujours un cadre de concertation entre la CENI et le candidat président. Parce que la CENI doit jouer son rôle en tant qu'arbitre. Et les candidats présidents sont des compétiteurs. Ils viennent compétir. Maintenant, il faudrait que les règles du jeu soient connues de tous. Il faudrait un cadre de concertation donc avec certains membres de la société civile, avec le candidat président et puis la CENI. Pourquoi c'est là? Parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Il y a beaucoup de questions qui sont encore restées pendantes. On est en train de donner les duplicata. Il y a des gens qui ont fait 3 semaines qui n'ont pas de duplicata.
Pour en avoir, c'est très difficile. Et les gens arrivent, il y a certains qui n'ont pas leur nom dans le logiciel. Dans la machine, leur nom n'apparaissent pas. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils remplissent des nouveaux. Et on leur fait une carte. Et sur la carte, je ne sais pas, à mon avis, vous êtes des journalistes et il faut investiguer. Je n'ai pas encore vu une carte sur laquelle on a mis mention duplicata. OK? Est-ce que nous avons recommencé l'enrôlement? On ne sait pas. C'est à la CENI d'expliquer aux candidats présidents pour qu'ils prennent leurs précautions. Vous avez aujourd'hui la difficulté d'avoir ces duplicata. Et vous aurez de problèmes le jour du vote. Parce que pour voter, il faut exhiber sa carte de lecteur. Pendant que la carte est illisible ou que vous n'avez pas les duplicata ou que les duplicata que vous avez aujourd'hui, arrivés jusqu'aux élections, on aura encore le même problème. Parce que la qualité reste la même. Ça sera comment? Ça sera un problème. Il faudrait qu'il y ait un dialogue entre ces candidats présidents et le président de la CENI. Je peux vous donner encore d'autres exemples. Aujourd'hui, nous avons combien d'électeurs? Est-ce qu'on a déjà affiché les listes électorales? Pas encore. Ça sera sous quel format? Est-ce que vous aurez la facilité de retrouver votre nom? Ça sera, disons, affiché quel jour? Vous comprenez? Tout ça, c'est important. On nous a donné ici les centres d'inscription qui, demain, seront peut-être transformés au centre de vote. Maintenant, on doit savoir, dans un centre de vote, il y a combien de bureaux de vote? Parce que les gens doivent avoir toute cette cartographie-là pour pouvoir affecter les témoins y afférents. Donc, il y a beaucoup de matières qui doivent être traitées, mais plus dans la manière un peu plus générale ou trop publique, non, mais dans ces cadres de concertation pour permettre à ce que nous ayons des élections apaisées. On a eu le cadre de concertation en 2018. Les gens disent que Martin Fayoulou avait dit machine à voter, non, la machine à voter, et après, il s'est rebuffé. Mais ça, c'est faux. On a fait porter ça à Martin Fayoulou et pourtant, c'était toute l'opposition qui a refusé la machine à voter. Après, l'IDPS a changé. Là, on n'a pas parlé d'inconstance. Elle a dit avec ou sans machine à voter. Là, on ne parle pas d'inconstance. Les gens quittent PPRD pour Union Sacrée, il n'y a pas d'inconstance. On ne parle pas. Les gens qui étaient des moboutistes deviennent des kabylistes. Aujourd'hui, des tshisekedi. On n'a plus beaucoup de temps. Je suis en train de citer, c'est important. Il n'y a pas d'inconstance. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a changé. Pourquoi? Je voulais vous donner la valeur de cadre de concertation. Parce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens doivent comprendre, si l'opposition a accepté de pouvoir utiliser la machine à voter comme une simple imprimante, c'était pas la décision de Martin Fayoulou, c'était la décision du cadre de concertation avec la CENCO, la CENI que Nanga a dirigé et les partis de l'opposition. Donc il faudrait que ça soit acté comme ça pour que les gens, il y a d'autres gens qui spéculent inutilement, qui disent Martin Fayoulou, il va déjà avec des propositions concrètes. Il parle notamment du comptage manuel de voix, de la publication bureau par bureau. C'est dans la loi. C'est l'article 47 de la loi électorale. Et d'ailleurs, il est en train de faire de ça son cheval de bataille parce que là, on vous dit que le vote est semi-électronique. Le vote, ça s'est fait d'une manière électronique. Maintenant, on fera encore le comptage de voix. Vous comprenez? On fera encore le comptage des voix. Mais dans l'entretemps, dans le même article, je crois l'alinéa 3, on vous dit déjà que le mode de transmission de résultats, ça sera électronique. C'est-à-dire, quand vous serez en train de faire le dépouillement manuellement, quand vous serez en train de tout faire pour afficher, la transmission de résultats serait déjà faite parce qu'elle est électronique d'après cet article-là. Voilà pourquoi il faudrait que ça soit discuté au niveau des cadres de concertation pour voir qu'est-ce qui peut faire de sorte que ça garantisse la transparence électorale. Parce que c'est comme en 2018, pendant qu'on attendait que le CELSER puisse terminer les dépouillements pour pouvoir proclamer le résultat, on avait déjà la proclamation de résultats. Au niveau de l'EMBA, tout ça partout dans le BRTC, les travaux n'étaient pas encore finis. Donc on ne veut plus retomber dans ça. Alors, il faudrait qu'on en parle dans le cadre de concertation. Donc, nous allons au moins, nous, avec des idées très concrètes. Et nous avions, nous, proposé même des réformes.
que ce soit sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, que ce soit sur la loi électorale, même la loi portant identification et enrôlement des électeurs, même sur le calendrier électoral. Donc aujourd'hui, il est question de sauver le Congo, mais en respectant les normes. Qu'est-ce que ça va nous servir les élections si après les élections, nous ne retrouvons pas la paix nationale, nous ne parlons pas de développement? Est-ce que nous sommes condamnés toujours à répéter la même chose, à faire les mêmes erreurs? Pour cette fois-ci au moins, disons non à ce qui s'est passé après. Regardons tous dans la même direction, la direction de parler développement au lendemain de la publication des résultats. Et c'est le combat que nous avons aujourd'hui, de pouvoir arranger les histoires en amont pour que, quand on publiera le résultat, le peuple se dise « Bravo, mon choix a été respecté », que le gagnant se dise on dise félicitations au gagnant et que celui qui vient après puisse féliciter aussi l'autre parce qu'il a été vainqueur. Vous soutenez qu'un quart d'électeurs serait fictif? Comment vous comptez régler également ce problème? C'est toujours dans le cadre de concertation? Je ne vous ai pas bien saisi. Un quart d'électeurs serait fictif selon ce que Martin Fayulu a encore dit? Non, oui, parce que dites-moi, on nous avait présenté avant qu'il y a 43 millions d'enrôlés. OK? Mais dans l'entretemps, l'enrôlement continue. Si je peux dire comme ça, parce que quelqu'un qui s'est enrôlé, qui vient, son nom n'y est pas dans la machine. Il reprend l'opération d'enrôlement, il est enrôlé et on lui donne sa carte. Et comment il avait obtenu la première carte? C'est ça maintenant la quintessence même de notre lutte. C'est la quintessence. Souvenez-vous, je prends toujours comme référence 2018 parce que c'est plus récent. Nous avions fait ce combat de l'audit du fichier électoral qui a été fait par l'OIF et il a été sorti de ces audits qui avaient 10 millions de fictifs. Il y a des gens sans empreinte. Aujourd'hui, on peut dire que l'audit appartient au passé. Empreinte? Vous avez mis ça de côté? Non, le mot, parce que peut-être s'il faut parler de l'audit ou quoi, l'audit du fichier électoral a pour objectif la transparence électorale. Et je viens de vous énumérer toutes les étapes que nous avons ici. C'est une façon contournée de faire l'audit, de comprendre ce qu'il y a. Et dans ces cadres de concertation, ça permettra à ce que les candidats qui portent le mandat de leur regroupement, de leur parti politique, de leur coalition, soient fixés sur le nombre d'électeurs. Soient fixés. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est à 50 millions? Est-ce qu'on est à 43 millions? Est-ce qu'on est à combien? C'est important. C'est pour l'intérêt du Congo. Nous avons tous besoin que le Congo parle de développement et joue son vrai rôle, comme a dit Frantz Fanon, que l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. Ouais. Nous sommes au mois d'octobre, novembre, décembre, 2 mois. Ouais. On a encore des zones où l'enrôlement n'a pas été organisé. Ouais. On a encore des zones en proie à l'insécurité. Nous avons une partie du Maïndombe. Nous avons quelques territoires du Nord Kivu. Nous avons également quelques autres territoires dans l'Ituri. Quel est le combat de la Mouka pour ces électeurs qui se trouvent dans ces coins de la République? Vraiment, vous êtes en train d'épuiser toutes nos matières qui font l'objet de ces devoirs, de ces vouloirs d'avoir un cadre de concertation. Parce que le droit au vote, c'est garanti par la loi. On ne peut pas priver à un peuple ou à un citoyen de ne pas voter. Il y en a qui n'ont pas déjà voté en 2018. Non, si vous voulez volontairement ne pas voter sur autre chose, mais si nous répétons la même chose, vous savez que Beni, Yumbi, tout ça avait 1 300 000 électeurs qui n'ont pas voté, qui ont été privés du droit de vote. Est-ce que nous devons aujourd'hui oublier Masisi, oublier Rutshuru? J'étais avec une dame de ce côté-là, Rutshuru, nous avons partagé même un plateau. Elle a dit clairement qu'il y a même des partis qui sont protégés, qui sont sous la protection, je peux dire, de nos FARDC. Mais on n'a pas fait l'enrôlement. C'est pourquoi? C'est fait à dessein. C'est quoi? Et la population veut s'enrôler.
Est-ce qu'aujourd'hui, comme on est en train de faire les duplicata, tout ça, est-ce que c'était prévu dans les calendriers? C'était pas prévu. Mais dans les prérogatives de la CENI, elle a jugé bon que ça soit fait. Et comme c'est pour l'intérêt de tous, nous sommes d'accord que ça soit fait. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout ce qui est important puisse être considéré. Et c'est dans le cadre de concertation que ces choses doivent être discutées. On doit discuter par rapport à ce coin de la République. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas leur priver. Et le siège des députés, ça sera réparti, et c'est ce qui a été réparti par la loi de la répartition de sièges. Mais non, ces partis-là qui n'ont pas voté, comment ils vont faire? À supposer que la paix revienne aujourd'hui, il n'y aura pas de députés là-bas? Non, il faut intégrer cette donne-là et voir. Mais nous soutenons que tout Congolais doit voter. Il revient à l'État congolais de sécuriser nos frontières, de sécuriser la population, de bouter hors du territoire national les agresseurs du Congo. C'est du devoir de l'État. Et là, c'est de la défaillance de l'État et il doit s'assumer comme tel. Mais le peuple a droit au vote. Donc, il est question de voir et de mettre en place certains mécanismes, de voir même avec la contribution de certains partenaires extérieurs, comment faire de sorte que les Congolais jouissent de leurs droits, surtout en ce qui concerne le vote. Le pouvoir, le régime de Félix Tshisekedi touche à sa fin d'ici quelques mois, si les élections ont lieu le 20 décembre comme prévu. En 2-3 mots, comment vous pouvez résumer ces 5 dernières années? Merci beaucoup. Ce que nous retenons plus de ce régime, c'est la désacralisation de la vie humaine. Comment? Et je veux parler du panier de la ménagère. C'est grave. C'est pas le contexte mondial? Non. Si vous avez les contextes mondiaux, et ça vous a empêché d'avoir des réserves stratégiques? Comment le pays de l'Afrique de l'Ouest survive? On parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Vous m'embrouillez. Je ne suis pas Allez-y. Je ne suis pas dans le slogan. Je parle plus. Allez-y. Je ne suis pas dans le slogan. Allez-y. Je ne suis pas dans le populisme. Je dis la réalité. Si j'ai dit la fausseté, que le peuple va mettre le commentaire, il va dire aujourd'hui le panier de la ménagère, c'est comment? Les taux de change. Quand le 24 janvier 2019, les 2345 000 km² de la République démocratique du Congo étaient intacts. Aujourd'hui, nous avons des troupes étrangères. Nous avons une organisation des États agresseurs du Congo qui ne font que les intérêts des ennemis du Congo. Aujourd'hui, nous venons de parler du peuple qui est privé de son droit de vote. Aujourd'hui, est-ce que nous avons notre dignité en tant que peuple? Nous retenons la mauvaise gestion. Suivez les rapports de l'ODEP. Nous retenons qu'aujourd'hui, il y a la mauvaise gouvernance. Nous avons perdu cette culture de les biens publics et les biens privés. Il y a des détournements de fonds, la corruption a pris sa place, le tribalisme a pris son record. Aujourd'hui, il y a une fissure, même au niveau de nos relations sociétales, parce que certains pensent que c'est eux, c'est leur pouvoir à eux. Ça pose problème. On nous a... Parce que pour juger un régime, au niveau de Béatrice Hôtel, j'avais suivi le programme qu'ils avaient présenté, des 86 milliards de dollars, avec 25% de pression fiscale. Aujourd'hui, on aurait déjà un budget de combien? Et quel est le taux d'exécution de ces budgets? Sur le plan sécuritaire, c'est généralisé. Avant, on s'est battu pour le côté Est. Maintenant, au niveau de l'Ouest, ça devient comment? Aujourd'hui, même au niveau de la capitale, le banditisme urbain, vous avez vu des kidnappings, vous avez vu des histoires. Aujourd'hui, il y a un désordre. Si vous voulez comprendre bien ce régime, regardez seulement en simple mot, le panier. Les mamans aujourd'hui ont de l'AVC. Ils ont de l'AVC. Elles peuvent avoir 10 000 francs, 20 000 francs arriver au marché, mais c'est grave. Les gens ont de tension. Les gens ont de tension. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Il nous faut changer les régimes.
quand il y a mauvaise gouvernance, quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix sociale. On ne s'est pas développé dans la sécurité. C'est un régime qui nous a donné beaucoup de promesses, mais qui ne se réalise pas. Mais c'est un régime qui a créé une classe de jouisseurs. Il y a des gens qui jouent avec l'argent du trésor public, l'argent de l'État. Aujourd'hui, l'inspection générale de finances vous fait un rapport. Demain, quelqu'un fait le tourisme à Makala, il sort, mais l'argent du peuple ne retourne pas. Donc, c'est vraiment un régime qui nous a retourné en arrière. Est-ce que vous pouvez nous relever même 2, 3 choses qui ont marché? Vous ne pouvez quand même pas dire que tout a été noir. Est-ce qu'il y a quelques points positifs? Ce que je retiens comme point très positif de ces régimes, c'est que, d'après mes analyses, c'est le régime qui a engagé beaucoup plus de fonds dans le voyage présidentiel. Beaucoup plus de fonds dans le voyage. Beaucoup plus de fonds dans les dépassements budgétaires. Beaucoup de dépassements budgétaires. Mais ce que je retiens du côté positif, c'est que ce régime, à travers des paroles, nous a nourris les peuples par des promesses, par des paroles. On en a plusieurs. Il avait l'intention peut-être de mieux faire, mais le bilan est jugé par rapport aux résultats. Bon, laissez-moi vous donner quelques-unes et vous allez voir. Ouais. On a le programme de 145 territoires en pleine exécution. Certains ouvrages en train déjà d'être remis. On a eu la pose de la première pierre il y a quelques jours pour le pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Vendredi, il y a eu l'inauguration du barrage à Kasenga. Il y a eu plusieurs infrastructures routières quand même qui ont été réhabilitées et d'autres réaménagées. On a l'hôpital général de Kinshasa qui est en pleine reconstruction. On a la gratuité de l'enseignement qui a quand même commencé avec balbutiement, certes, mais on a quand même vu plusieurs enfants retourner à l'école. On a quand même vu le salaire des enseignants être plus ou moins amélioré. Est-ce qu'il nous reste 2 minutes? Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à retenir? Non, je n'ai pas dit ça. Suivez-moi bien. Quelqu'un qui avait 100 000 francs, le dollar était 92. Il avait 100 $, avec quelques poussières. OK? Aujourd'hui, vous lui donnez 200 000 francs. Ça a augmenté, n'est-ce pas? Mais par rapport à son pouvoir d'achat, ça a chuté, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, le taux du dollar est à 250, 245. C'est-à-dire, même quand vous lui donnez 200 000 francs, il est incapable d'avoir ces 100 $ qu'il avait avant. Ça crée l'érosion financière dans sa poche. Pour dire qu'on peut augmenter l'argent aux gens, mais le problème, c'est d'abord les cadres environnementaux, les cadres économiques, les pouvoirs d'achat qui permettent à ce que vous donnez à ces citoyens, ils peuvent l'utiliser et nouer les 2 bouts du mois. Quand vous payez à quelqu'un 300 000 francs, avant, il touchait 200 000 francs, mais 200 000 francs, c'était 208 $. Et aujourd'hui, il a 300 000 francs. S'il part chercher les dollars pour payer les loyers, c'est 100 $. Donc, quelqu'un qui a son salaire, mais qui commence à chercher comment ajouter pour payer les loyers, comment il va se nourrir. Parce que lui-même, dans un de ses discours, a reconnu que les gens ont difficile à nouer le 2 bouts du mois. Donc, moi, je pense que le problème aujourd'hui, ce n'est pas augmenter les salaires. Le problème aujourd'hui, c'est d'abord avoir des politiques publiques. Et j'ai retenu qu'il n'y avait aucune politique publique des différents secteurs. Ce sont des programmes qui vous viennent émotionnellement. La preuve, où en sommes-nous avec Chile Gelo? Où en sommes-nous avec le programme des 100 jours? Où en sommes-nous? Et la plupart des choses que vous citez là, c'est l'État, bien sûr, au nom de la continuité d'État. Ça a commencé depuis le régime passé et quand on vient inaugurer, c'est pas un problème. On parle des Indiens et consorts concernant Mamaem. Je connais pas trop l'affaire, je sais pas commenter. Mais le problème aujourd'hui, c'est
est-ce qu'il y avait une politique publique par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport à la promotion des femmes? Aujourd'hui, vous avez les commerces en détail qui sont exercés par les expatriés. C'est depuis, hein. Je vois les syndicalistes se sont battus pour ça. On devait couper ça. Est-ce que vous avez les salaires minimum interprofessionnels garantis? C'est à combien? Il n'y a pas. On devait commencer par là. On devait commencer par là. On devait faire les états généraux de la justice. Parce que lui-même, d'ailleurs, le bilan que moi j'ai fait, lui-même l'a fait. Lui-même a fait le bilan sur l'armée, sur la justice. Il a dit même que la justice n'aide pas le pays, ça détruit même le pays. Donc, pour dire que, certes, on peut avoir les intentions, mais le bilan est fait par rapport aux réalisations. C'est-à-dire, dans votre actif, vous avez quoi? Dans votre passif, vous avez quoi? Il faut toujours respecter les principes du bilan, l'équilibre du bilan. Est-ce que le bilan est équilibré? Non. Vous pouvez dire 145 territoires, c'est vague, vous êtes journaliste. Il faut nous dire, sur les 145 territoires, voici les territoires pilotes, voici ce qu'on a fait. Parce que nous, on ne connaît pas, on n'a pas vu. Vous avez fait combien de kilomètres de route? Parce qu'ils ont trouvé le 2500 kilomètres de route nationale. Ils ont ajouté combien? Ils ont ajouté combien de pourcentage en dessert en eau potable? En énergie électrique? On doit chuter. Donc c'est comme ça qu'on doit faire le bilan. Il n'est pas bon le bilan, d'après vous? Je vous ai dit, prenez les micro-baladères, donnez au peuple congolais. Regardez en cours de route comment les chauffeurs se comportent. Vous voyez des citoyens congolais. Madame Chantal, on a compris. On a compris. Oh là là, c'est vous me demandez. En une minute. Ouais. Quelle sera votre recette pour tout changer? Pour tout changer, d'abord, nous, ce que nous voulons, c'est faire du Congo un état de droit. Nous nous battrons pour l'intégrité et la pacification du pays. Nous nous battrons pour la bonne gouvernance. Ce sont les 4 piliers très importants pour pouvoir faire décoller le Congo. Merci beaucoup, Madame Chantal Moboni. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je sais qu'avec vous, c'est toujours difficile d'arrêter parce que vous avez tellement à dire. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Martin Fayulu, cas de l'ECD, cas de Lamuka. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Didi Bintika, Patrick Mungongo était du côté de la prise de vue. John Kondé a assuré la prise de son. Miguel Mena a tout coordonné. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h, en rediffusion dimanche, après le journal de 19h. Merci de rester branchés au programme de Top Congo FM et bonne suite de programme sur la fréquence utile. Au revoir. Processus électoral volte-face de Lamuka, que s'est-il passé pour que Martin Fayulu décide de déposer sa candidature à la présidentielle alors que Lamuka n'a aligné aucun candidat député national, provincial et à l'élection locale? Quels mécanismes sont mis en place pour assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Chantal Moboni, cadre de l'ECD et porte-parole de Martin Fayulu. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.